Dans 35 dodo, c'est le début de la Coupe du Monde de football et comme chaque jeudi, je vous raconte un moment qui a marqué l'histoire du mondial. Il y a des trophées qui brillent plus que d'autres. Celui soulevé par Daniel Passarella le 25 juin 1978 à Buenos Aires scintille encore dans la mémoire collective. Mais à mesure que le temps passe, son éclat se trouble. Derrière la liesse populaire, derrière les buts de Mario Kempes s'étend une toile de fond autrement plus sombre, celle d'une Coupe du Monde profondément marquée par les polémiques, les soupçons et une instrumentalisation politique rarement égalée. Pour comprendre 1978, il faut remonter 2 ans plus tôt. L'Argentine, en 1976, bascule alors dans une dictature militaire dirigée par Jorge Rafael Videla. Le pays entre dans ce que l'histoire appellera la guerre sale. Arrestations arbitraires, disparitions et tortures. Des milliers d'opposants disparaissent. Et pourtant, la Coupe du Monde est maintenue. Dès lors, l'événement devient un enjeu stratégique pour le régime. Il ne s'agit pas seulement d'organiser un tournoi, mais de redorer une image internationale profondément ternie. Le football est utilisé comme un outil de propagande, les stades sont rénovés à coups de millions, les infrastructures modernisées à marche forcée, tandis que le régime contrôle étroitement la communication. Le paradoxe est frappant. À quelques centaines de mètres du stade monumental où se joue la finale, se trouve l'école de mécanique de la marine, l'un des plus grands centres de détention clandestins du pays. Pendant que le monde regarde les matchs de football, des prisonniers politiques sont détenus, torturés, parfois exécutés. Certaines voix s'élèvent à l'international. Des ONG, des intellectuels, des journalistes appellent au boycott. En France notamment, un mouvement anti-mondial 78 prend forme. En atteste l'enlèvement raté de Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France par des militants antifascistes. Mais la contestation reste limitée. La FIFA, dirigée à l'époque par le sulfureux João Havelange, refuse toute remise en question. Le tournoi aura lieu et il aura lieu selon les règles du régime. Tout est pensé pour donner une image positive de l'Argentine. Les journalistes étrangers sont encadrés, les déplacements surveillés, les témoignages gênants sont étouffés. La télévision diffuse une fête permanente, chants, couleurs, passion. Dans les tribunes, la ferveur est réelle. Le peuple argentin, lui, vit le football comme une respiration. Mais cette ferveur est aussi exploitée. Le régime encourage, organise, amplifie. Même l'arbitrage et les conditions de jeu deviennent sujets à débat. Rien de formel, mais une impression persistante. Celle d'un tournoi où l'hôte ne joue pas tout à fait dans les mêmes conditions que les autres. Lors du premier tour, 3 fois les Français sont fauchés dans la surface face à une défense argentine rugueuse et 3 fois l'arbitre ne sifflera pas pénalty. Le système de compétition lui-même contribue aux polémiques. En 1978, il n'y a pas de demi-finale. Après un premier tour en groupe, les équipes qualifiées sont réparties en 2 poules de 4. Les vainqueurs de chaque poule accèdent directement à la finale. Ce format a une conséquence majeure. Elle permet de connaître à l'avance le résultat que doit obtenir une équipe pour se qualifier. Et c'est exactement ce qui va se produire. Le 21 juin 1978, l'Argentine affronte le Pérou lors du second tour. Son adversaire direct pour la qualification en finale est le Brésil. Les 2 rivaux n'ont pas pu se départager lors de leur opposition précédente, 0-0. La défense argentine a tenu bon, l'arbitre a suffisamment entravé le jeu brésilien. Pour la dernière journée, la différence de but est favorable à la Seleção. L'équation est simple, pour atteindre la finale, l'Argentine doit battre le Pérou avec au moins 4 buts d'écart. Résultat final, 6-0. Un score aussi spectaculaire qu'inattendu, car à l'époque, le Pérou, c'est solide. L'équipe qui était considérée comme un outsider pour la victoire finale s'effondre complètement. Son gardien, Ramón Quiroga, né en Argentine, est particulièrement critiqué pour sa performance. Très vite, les soupçons émergent. Des témoignages évoquent des pressions politiques. Videla aurait rendu visite aux joueurs péruviens avant le match, accompagné de Henry Kissinger, secrétaire d'État américain. Officiellement, il s'agit d'un geste diplomatique. Officieusement, certains y voient une tentative d'influence. D'autres hypothèses circulent. Accord économique entre les 2 pays, livraison de blé, libération de prisonniers politiques qui disparaissent dans l'avion qui les ramène en Argentine. Rien n'a jamais été formellement prouvé, mais les zones d'ombre sont nombreuses. Même des joueurs argentins reconnaîtront des années plus tard que le contexte était particulier. Sans aller jusqu'à parler de matchs truqués, ils admettent que la pression était immense et que tout semblait orienté vers une qualification. Le 6-0 reste encore aujourd'hui l'un des résultats les plus controversés de l'histoire de la Coupe du Monde. 4 jours plus tard, l'Argentine retrouve les Pays-Bas en finale. Les Néerlandais, finalistes malheureux en 1974 et orphelins du génie Cruyff qui n'est pas du voyage, sont pourtant toujours là, fidèles à leur football total. Ils ouvrent des espaces, imposent du mouvement, refusent de subir. L'équipe reste redoutable, menée par des joueurs comme Rensenbrink, Van de Kerkhoff, Niskens ou encore Rep.
Avant même le coup d'envoi, la tension est palpable. Le chef de la junte, Videla, demande à ce que la FIFA change l'arbitre pour la rencontre. Le match commence avec du retard. Les Argentins trouvent moult prétextes pour retarder la rencontre, ce qui a pour conséquence de chauffer à blanc le public impatient et hostile du stade monumental. Ils contestent aussi la légalité du plâtre au poignet de Van de Kerkhoff, bien qu'il l'eût porté lors de tous les matchs précédents sans que cela ne pose de problème. Dans un match tendu, quasi violent, Kempes ouvre le score juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Hollandais sont proches d'égaliser. Van de Kerkhoff remet de la tête pour Rensenbrink, mais sa frappe est détournée par Fiol, le portier argentin. Les Oranges poussent et finissent par égaliser à la 82e, lorsque Naninga reprend furieusement un centre fort de Van de Kerkhoff. Il reste alors quelques secondes à jouer, Rensenbrink envoie un boulet de canon depuis les 30 mètres, mais sa frappe s'écrase sur le poteau. Les Pays-Bas ont jeté toute leur force dans la bataille, ils sont vidés, ils n'ont plus les moyens de rivaliser avec des locaux revigorés par les 70 000 spectateurs excités du Monumental. En prolongation, l'Argentine fait la différence, un deuxième but de Kempes et un autre de Bertoni, victoire 3-1. La Coupe du Monde 1978 n'est pas un tournoi neutre. Le régime militaire utilise chaque victoire comme un outil de légitimation. Les images de liesses populaires sont diffusées dans le monde entier, masquant au moins temporairement la répression en cours. Avec le recul, 1978 apparaît comme un cas d'école, celui d'un événement sportif récupéré par le pouvoir, celui aussi d'une institution internationale qui assume le foot business. La FIFA, avec à sa tête le corrompu Havelange, a renoncé à l'éthique et a accepté de maintenir la Coupe du Monde chez les fascistes pour remplir les caisses. Les historiens, les journalistes, les anciens joueurs continuent de débattre. Le match contre le Pérou reste une énigme, la finale un symbole, l'organisation un exemple de propagande maîtrisée. Aujourd'hui, la mémoire de cette Coupe du Monde est double. Elle est celle d'un exploit sportif et d'un joueur iconique avec les cheveux longs, Mario Kempes, et d'un peuple surtout en fête qui a oublié pendant quelques jours que la dictature s'abattait sur lui. Mais elle est aussi celle d'un silence, celui qui entourait les disparitions, les violences, les injustices, un silence que le football pendant quelques semaines a contribué à masquer. Les caméras ont bien filmé le carré vert, mais elles n'ont jamais regardé par-dessus les tribunes. Et c'est peut-être pour cela que l'on en parle encore aujourd'hui. Parce que certaines Coupes du Monde ne se contentent pas de désigner un champion, elles racontent une histoire souvent complexe et parfois dérangeante.